Demain. Bref, alors, donc, mes chers collègues, nous reprenons nos auditions en recevant ce matin Madame Ève Lombard, administratrice générale du Festival d'Avignon. Comme vous le savez, notre commission d'enquête cherche à faire la lumière sur toutes les violences commises contre les mineurs, les majeurs dans le secteur du cinéma, de l'audiovisuel, du spectacle vivant notamment. Or, le théâtre, comme le cinéma et la danse, semble particulièrement propice aux violences sexuelles et sexistes pour des raisons nombreuses qui ont été exposées devant cette commission. Vous dirigez ce qui est probablement la plus grande manifestation culturelle au monde dans ce domaine, par le nombre de créations proposées, ça, il n'y a pas tellement de doute, et le nombre de spectateurs réunis. Vous avez donc une lourde responsabilité en matière de lutte contre les violences qui nous occupent. Comment le festival est-il engagé sur ces questions? Quelle est votre ligne politique à l'égard des œuvres de metteurs en scène problématiques? Et au-delà, quelle place aujourd'hui faite à la parité au sein du festival? Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges pendant environ 1 heure, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite à lever la main droite, micro ouvert, et à dire « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Je vous laisse la parole pour un propos liminaire si vous en êtes d'accord, et ensuite nous passerons aux questions. Pour commencer, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs, nous souhaitons vous remercier d'avoir l'occasion de contribuer à la réflexion et au travail de cette commission d'enquête. Il est en effet très positif que la commission recueille les positions des professionnels du secteur pour nourrir une réflexion qui ne peut être exclusive des institutions et qui implique un spectre large des points de vue, tant politiques, juridiques qu'artistiques, pour continuer à développer la pensée et ainsi que travailler sur les critères et les modalités de lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans un contexte où la représentation de ces questions est centrale. Comment se font les spectacles et le contenu présenté dans ces spectacles? Le Festival d'Avignon est un festival qui donne une place large au débat professionnel et de société au sens plus large, tant dans la programmation des spectacles qu'il organise que dans les rencontres qu'il programme. Nous avons la conviction que les œuvres et la façon de les faire au Festival d'Avignon contribuent à ce débat. Programmer, c'est représenter pour mettre en lumière des sujets sociétaux, dont celui des violences sexuelles et sexistes, dans notre secteur, mais au-delà, et sous un prisme national et aussi international. Nous souhaitons aussi témoigner ici que le Festival d'Avignon est offensif sur ces sujets, mobilisé, combatif et en action. Je souhaiterais aussi contextualiser ma prise de parole en vous précisant le cadre de mes fonctions en tant qu'administratrice générale. À ce titre, j'assure la direction des ressources humaines, la direction administrative, juridique et financière et la mise en œuvre des projets transversaux comme la responsabilité sociétale et environnementale, la transition numérique, la valorisation des actifs immatériels par exemple. L'association de gestion du Festival d'Avignon est une association de droit privé, une association loi 1901, but non lucratif. Elle organise le Festival d'Avignon, qui est une manifestation qui date de 1947, créée par Jean Vilar dans le mouvement de décentralisation initié par Jeanne Laurent. Il est dans l'ADN du festival de présenter des spectacles hors les murs, c'est-à-dire hors de la boîte noire traditionnelle, pour aller rencontrer de nouveaux publics. Et je précise donc que je parle depuis l'association de gestion du Festival d'Avignon, qui n'organise pas le OFF, qui peut être aussi appelé Festival d'Avignon. L'association de gestion du Festival d'Avignon est un festival de création qui a pour objet d'organiser un festival de création, majoritairement de théâtre à plus de 50%, mais aussi de danse et d'autres formes pluridisciplinaires. Il se doit de représenter la vitalité artistique de la scène internationale et nationale. C'est pourquoi notre programmation se décompose pour une représentation paritaire entre la représentation nationale et la représentation internationale. Le Festival d'Avignon en 2024, c'était 35 spectacles et 2 expositions dans une vingtaine de lieux d'Avignon et des alentours pour environ 232 représentations en 3 semaines qui réunissent 117 000 personnes. La particularité du Festival d'Avignon est, comme je l'ai dit, traditionnellement de ne pas être représenté dans des salles de spectacle, mais de transformer des lieux qui ensuite deviennent des établissements recevant du public. En parallèle de ces spectacles sont proposées plus de 80 manifestations comme des lectures, des débats, des rencontres et des projections qui sont l'occasion de réfléchir sur des problématiques en écho à la programmation des spectacles. Une autre caractéristique du Festival d'Avignon est de rassembler un grand nombre de professionnels. Plus de 3000 festivaliers sont des professionnels du secteur et il fait intervenir un grand nombre de professionnels en situation de travail également et j'y reviendrai en vous détaillant le nombre de nos équipes.
L'association de gestion du Festival d'Avignon a également comme mission d'organiser des actions culturelles, des offres tarifaires adaptées et des conditions d'accessibilité en direction de tous les publics, particulièrement ceux de l'éducation nationale, de l'éducation populaire et du champ social. Nous poursuivons donc une mission d'intérêt général et nous sommes pour cela financés à plus de 55% par l'État et les collectivités publiques. Nous sommes donc très dépendants, financièrement parlant, de ces subventions accordées, qui sont d'ailleurs conditionnées au fait d'être formés à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Je vais préciser le cadre de notre gouvernance. Notre conseil d'administration est composé de représentants de l'État et des collectivités territoriales pour la moitié, qui nomment 8 membres de droit, qui sont des 8 personnalités qualifiées. Ils ont des mandats de 3 ans renouvelables. Le conseil d'administration nomme une direction composée d'un directeur ou d'une directrice, ainsi qu'un directeur ou une directrice déléguée. Ces directeurs et directeurs délégués bénéficient de la plus totale liberté dans les choix de programme. C'est indiqué ainsi dans les statuts de l'association. Ils ont un mandat de 4 ans qui est lui aussi renouvelable une seule fois. Le personnel de l'association est actuellement composé de 33 permanents et auxquels s'ajoutent plus de 300 salariés en contrat à durée déterminée du régime général, la plupart saisonniers dans le cadre d'une édition, mais aussi près de 350 CDDU, donc contrats à durée déterminée d'usage, à savoir des intermittents du spectacle qui sont très majoritairement des contrats techniques pour organiser le Festival d'Avignon, puisque nous sommes producteurs délégués, c'est-à-dire en responsabilité du plateau artistique, pour 1 à 2 spectacles de notre programmation. Les autres spectacles sont des spectacles accueillis dans le cadre de contrats de cession, ce qui font que nous n'en sommes pas directement employeurs. En 2024, nous avons donc réuni 727 salariés qui représentent environ 115 équivalents temps plein, auxquels se sont ajoutés 650 artistes, soit près de 1500 personnes qui travaillent pour le Festival d'Avignon. Le nombre d'équivalents temps plein implique que nous avons un CSE, composé de 10 représentants du personnel, pour moitié représentants du personnel permanent, pour l'autre moitié représentants des salariés intermittents. J'ajoute que nous avons accueilli 23 stagiaires en 2024 et que nous ne faisons travailler aucun bénévole dans l'organisation du Festival d'Avignon. Notre équipe permanente est composée à 90% de cadres et à 70% de femmes. Selon les données que nous avons récoltées en 2021 dans le cadre de la préparation de notre plan d'action égalité hommes-femmes, nous n'avons pas noté de représentation déséquilibrée entre les femmes et les hommes. Toutefois, nous pouvons noter qu'il y a une représentation déséquilibrée selon les métiers, avec une représentation masculine plus importante dans les métiers techniques et une représentation féminine plus importante dans les métiers dits administratifs ou de l'accueil. Pour terminer ce propos liminaire, je souhaiterais vous lire un court extrait du projet de Thiago Rodrigues. Le Festival d'Avignon souhaite incarner un café lumineux pour l'Europe, une utopie contemporaine qui rassemble à Avignon les artistes et les publics qui questionnent ensemble notre monde et les façons de l'habiter. Un endroit où l'on débat pour ne pas se battre, où l'on cherche les mots et les raisons de se réunir, année après année, pour trouver des raisons d'y revenir encore. Le Festival d'Avignon est un festival fondé sur des valeurs démocratiques, républicaines, populaires, progressistes, et donc écologistes, féministes et antiracistes. Dans une société très polarisée, le Festival d'Avignon protège et promeut la diversité des discours et la richesse fertile du dissensus démocratique. Il propose une expérience artistique collective au public qui fait cohésion sociale et permet le dialogue avec différents points de vue sur l'art et sur le monde. Le Festival d'Avignon est un espace et un temps d'éveil du sensible et de joyeuse découverte de la différence. Un festival qui garde et partage de l'espoir et de la force. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci pour ce propos liminaire. Je confirme qu'il partage de l'espoir et de la force, sans doute aussi quelques moments de mise en danger ou de tension. Nous allons donc passer aux questions sur ce point-là. Est-ce que monsieur le rapporteur Erwan Balanant, tu veux commencer ? Oui. Merci, vous nous avez bien rappelé qu'à Avignon, il y a deux choses qui sont bien différentes, mais qui vivent en même temps quand même. C'est la question du festival que vous organisez, le festival d'Avignon, et à côté le festival dit off, qui est en réalité un marché, si on peut le qualifier comme ça, un grand marché du théâtre pour les années suivantes. Alors, il y a deux aspects importants dans ce que je vois. Il y a tout votre rôle en termes de protection des différents acteurs
de votre festival, protection et prévention. Donc ça, si vous pouvez nous décrire un petit peu ce que vous mettez en place, tant pour les publics que pour les professionnels, les techniciens, et pour la bonne vie et le respect des règles, on va dire, de vie en société sur cet aspect-là. Donc ça, c'est un premier volet. Puis il y a un deuxième volet qui est un petit peu le volet de prescription, c'est-à-dire de quoi vous êtes prescripteur en tant que programmateur d'un festival qui est un festival qui fait référence au niveau mondial et qui peut-être quelque part donne le ton et le là sur le type de théâtre, sur les messages que le théâtre et que le spectacle vivant peut diffuser. Et dans cette articulation, justement, c'est une question qui est un peu vaste, hein, mais quelles sont vos relations avec les organisateurs du OFF, et pour que tout ce que vous pouvez faire puisse être mutualisé, par exemple les campagnes d'affichage, comment dire, de prévention. On peut parfaitement imaginer que ce soit comme quand on a eu la chance d'aller à Avignon, on voit bien que parfois on est dans Avignon, on est dans la ville, et puis on est dans le théâtre, et on ne sait plus trop où on est d'ailleurs, si on est dans du off ou dans du on, même si quand même il y a une petite différence. Mais bon, voilà, comment vous faites pour gérer toute cette vie qui est une vie qui présente un certain nombre de caractères de risque, la nuit, la fête, voilà. Question assez vaste, mais qui nous permet de rentrer dans le dur et qui nous permettra sans doute de rebondir ensuite. Je vais essayer de commencer par ce qui me paraît le plus simple et le plus évident, c'est-à-dire ce que nous mettons en place pour lutter contre les violences auprès de nos salariés. En tant qu'employeur. Nous avons mis en place, comme je l'ai dit tout à l'heure, un plan égalité homme-femme qui prévoit des mesures de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Et c'est dans ce cadre que nous avons déployé dès 2022 un dispositif, je dirais, assez conséquent de sensibilisation, c'est-à-dire une sensibilisation au sens, c'est 2 heures obligatoires pour tous les salariés du Festival d'Avignon. Quand vous avez entendu le chiffre de 750 personnes, ça implique une mobilisation et une logistique très conséquente, ce qui me semble témoigner d'une volonté forte de diffuser largement à la fois la définition, ce qui est le cadre normal d'exercice du travail, mais qui est encore trop méconnu pour la plupart d'entre eux. Donc cette sensibilisation, elle a lieu chaque année à l'endroit de tous nos salariés, encore une fois de façon obligatoire, et elle est réitérée depuis 2022 chaque année. Nous avons mis en place un dispositif de signalement qui est organisé pour le Festival d'Avignon pour recueillir cette parole. Et c'est à l'occasion de cette sensibilisation aussi que ce dispositif est détaillé à l'endroit de nos salariés pour qu'ils puissent s'en saisir. Des référents VHSS sont nommés de façon obligatoire, hein, puisque nous rentrons dans le cadre de la convention collective et des accords qui ont été signés. Donc le CSE a désigné 3 référents VHSS, l'employeur a désigné 2 référents VHSS dont je fais partie. Et nous avons depuis l'année dernière, donc depuis 2023, déployé un système complémentaire de référents VHSS temporaires qui ont pour objectif de se démultiplier sur les lieux d'exercice du travail pour que des remontées d'informations, de l'orientation, de l'accueil de la parole, tout simplement, puissent être présents le plus en nombre possible et accompagner les salariés. J'ajoute des dispositifs qui sont assez traditionnels mais importants. Un affichage massif d'une part de ce dispositif, avec aussi un accès par QR code à différents endroits, des livrets, des documentations qui sont remis aux salariés, et puis des affiches qui sont les affiches d'audience que nous communiquons dans différents lieux de travail, qui sont des lieux aussi de pause, des lieux de la convivialité, et qui sont donc assez massivement diffusés au sein du Festival d'Avignon. Je précise que pour les référents VHSS temporaires, ils ont suivi, depuis l'année dernière aussi, une formation particulière pour les accompagner dans cette mission qui n'est pas facile.
qui n'en fait pas des professionnels de l'accueil de la parole, mais qui les oriente, et au moins eux aussi dans les missions qui leur sont attribuées. Et depuis cette année, nous avons mis en place une habilitation qui est délivrée par l'employeur de ces personnes pour qu'on ait une forme d'appréciation à l'issue de leur sensibilisation de 3h30 de l'organisme qui est en charge de cette sensibilisation, et que l'organisme nous fasse un retour à l'issue d'un petit test écrit aussi sur le profil des personnes et vérifier la bonne adéquation de ces personnes par rapport aux missions qui leur sont confiées, qui est très importante. C'est le planning familial, hein, c'est ça. C'est ce que vous nous avez envoyé, c'est le Tout planning à fait. familial. C'est le planning familial. Tu avais une autre question ? Non, c'était la suite. Donc, tu peux, j'en aurais Alors, moi j'avais une question sur la programmation, puisque vous avez... Combien de temps à l'avance est faite la programmation du Festival d'Avignon ? 1 an à 2 ans avant. D'accord. Donc il se peut qu'à partir du moment où vous avez décidé la programmation d'une pièce, d'une représentation, il y ait une affaire de violence sexuelle concernant l'un des protagonistes du spectacle que vous avez programmé. Comment vous faites dans ces cas-là ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Et comment faites-vous dans ces conditions-là ? Je n'ai pas connaissance là immédiatement, ou il n'y a pas un exemple en tête qui me vient sur le fait qu'un choix ait été fait sur un projet et qu'en cours de route nous apprenions un cas de violence. Je dirais que dans tous les cas, comme je l'ai dit, c'est un festival de création, c'est-à-dire que nous accompagnons des projets qui vont être présentés au Festival d'Avignon, ce qui implique qu'il y a un dialogue très fort entre la direction de programmation, et je peux détailler aussi comment se déroule cette décision qui est collective de la programmation, et un porteur de projet. Le choix se fait sur la qualité des projets d'un porteur de projet, pressenti, et aussi sur l'intention de ce projet, ce dont il va parler, ce qu'il va défendre et comment il va s'organiser. Il peut y avoir une grande variété entre un projet qui se produit en France, qui se crée en France, et un projet qui est international. Donc là aussi, les niveaux d'accompagnement que nous sommes en capacité de mettre en place varient selon le processus de création. Nous avons un lieu de résidence qui s'appelle la Fabrica à Avignon. C'est beaucoup plus facile d'accompagner un projet, son processus de création, comme nous sommes sur site, et donc très en accompagnement d'un projet qui se construit à quelques milliers de kilomètres, par exemple. Sur comment est-ce qu'on aborde la question des violences, je dirais qu'à cet endroit-là, on est en grande vigilance. La première d'entre elles est à l'endroit des victimes et de ce qui est en train de se passer. Donc d'écouter aussi cette sensibilité-là pour surtout respecter leur dignité, je dirais, parce que nous avons conscience de notre rôle de mise en lumière de ces problématiques et de l'impact qu'elles peuvent avoir. Nous avons aussi une vigilance par rapport à l'accusation qui est menée et à la personne qui est mise en cause. Dans l'exemple, le cas que vous me demandez d'expliciter, tout peut dépendre aussi de quel est le niveau d'accusation. Est-ce qu'on est dans quelque chose d'attesté Vous n'avez jamais été confronté à ça ? Je n'ai pas en tête un exemple précis. Non, mais c'est une information de soi. Ok. Merci beaucoup. Monsieur le rapporteur ? Oui, il y a juste eu, donc c'était pas vous directement, si vous pouvez couper votre micro. Il y a 2 pièces de Pierre Note qui ont été déprogrammées du festival Off. Oui, c'est le Off, oui. Ouais, ok. Non, mais c'est ça, c'est toute la difficulté aussi sur Avignon, c'est que entre les deux, il y a parfois des. Alors le Off, il n'est pas géré par là, c'est pas du tout la même. Alors, le OFF n'est pas en soi une organisation coordonnée, c'est une pluralité d'acteurs indépendants dont une forme de structuration existe dans la programmation du OFF, et c'est le rôle de l'association AFSC qui, elle, notamment, a un rôle de communication. Et si vous me permettez, je réponds à votre question de tout à l'heure sur le dialogue qui se fait entre le Festival d'Avignon et les acteurs du Festival Off. Nous travaillons très régulièrement avec ce qui s'appelle les scènes permanentes, qui sont des théâtres qui ont une programmation toute l'année au Festival d'Avignon, avec lesquels nous sommes en échange régulier. Et par exemple, 2 d'entre eux, de ces directeurs, sont présents comme personnalités qualifiées au sein de notre conseil d'administration. Nous sommes évidemment aussi en échange avec la présidence de AFSC, notamment sur des projets structurants à l'endroit de la ville et sur les questions de politique environnementale. Par exemple, nous sommes en ce moment très en échange sur des questions de mobilité pour avoir une approche similaire, puisque le Festival d'Avignon, comme vous l'avez dit, a une dimension qui est à l'échelle d'une ville plus que d'une entité.
Sur les dispositifs que vous avez mis en place de signalement, si vous pouviez nous expliciter un petit peu comment vous fonctionnez. Est-ce que vous fonctionnez parce que vous avez différents publics par rapport au signalement. Ça peut être un signalement entre membres du public, enfin vous voyez un contentieux entre deux membres du public, entre des techniciens. Donc est-ce qu'il y a un dispositif ou un numéro unique d'appel de signalement, et combien de signalements avez-vous reçus et quelle est la moyenne suivant les années? Si vous pouvez nous donner un peu les éléments concrets de ce dispositif de signalement. Alors, notre dispositif de signalement, il s'adresse à nos salariés et aux personnes dont je dirais que nous sommes les donneurs d'ordre. Il ne s'adresse pas spécifiquement au public, donc nous ne communiquons pas à cet endroit-là de signalement. Pour autant, nos salariés étant en contact avec le public, un signalement peut avoir pour origine une altercation avec le public. Et à cet endroit-là, je voulais détailler, pour revenir à votre question initiale, dans les modalités de préparation du festival, nous accueillons, le nous étant la direction et moi-même, des équipes qui sont en contact direct avec le public, qui peuvent donc être confrontées à des violences à leur endroit de mission. Et c'est l'occasion, au moment de leur accueil, de leur rappeler avec la plus grande fermeté que nous n'acceptons pas les violences et qu'à cet endroit-là, ils trouveront toujours un soutien de leur hiérarchie et de la direction du festival. Et c'est important que les directeurs et moi-même soyons à l'incarnation de ce message de fermeté pour, d'une part, qu'ils nous identifient, parce que nous nous positionnons comme les personnes aussi qui pouvons intervenir en cas de difficulté. Et nous sommes extrêmement présents sur le terrain pendant toute la durée du festival, comme vous vous en doutez. Comme dans certains festivals, je pense à des festivals de musique, il y a des sortes d'ambassadeurs, pas nécessairement des ambassadeurs, mais des personnes qui, là en l'occurrence dans les rues d'Avignon, circuleraient et qui pourraient recueillir la parole, comme on a dans des festivals de musique où on a soit un stand, soit des personnes qui vont à la rencontre et qui leur posent des questions et dont on sait ils ont un badge et on sait qu'on peut leur dire telle personne là, voilà. Est-ce que vous avez ce genre de choses? Parce que il y a la dimension Avignon. À Avignon, il y a aussi la dimension festive et nocturne qui a son importance. Et comment vous la gérez, même si je sais qu'elle n'est pas complètement de votre responsabilité? Alors, il y a une particularité, c'est vrai, au Festival d'Avignon, c'est que le plan de prévention, il est piloté par la préfecture. Il n'est donc pas à la seule main des organisateurs de spectacles en raison de la taille de l'événement. Et donc, ce plan de prévention se fait à l'échelle d'une ville. Donc, ce sont plutôt les services d'ordre et la préfecture qui sont à l'initiative et à la mise en œuvre de tous ces services de sécurité. La présence d'associations est, je dirais, plutôt nombreuse, mais elle se fait à l'initiative des différentes associations. Il y a, en termes de sécurité civile, par exemple, aussi la présence massive de la Croix-Blanche. Nous avons, dans le passé, essayé de faire venir des associations, dans le cadre notamment d'un spectacle, pour faire de la sensibilisation à notre public. Le spectacle ayant un propos pouvant être difficile en termes de sensibilité parce qu'il témoignait de violences subies par des victimes et des femmes. Et nous avions conscience que le public, en réception de ce type de contenu, pouvait aussi avoir besoin d'accompagnement. Nous avons donc sollicité une association pour qu'elle vienne et soit présente lors des représentations. Nous nous sommes heurtés à la difficulté de leur disponibilité, parce que le Festival d'Avignon est tellement important et sur 3 semaines, la difficulté pour les associations, c'est aussi de répondre au volume du besoin, finalement. Donc j'éprouve ceci comme possiblement une limite à ce genre de dispositif tout à fait intéressant. Merci. Alors moi, je voudrais revenir sur la question que je vous posais sur les pièces qui pourraient avoir des dénonciations de violences sexuelles ou sexistes en amont de la représentation à Avignon. Du coup, ce que vous me dites, c'est qu'il n'y a pas eu de situation dans les années précédentes. Il n'y a pas d'exemple qui me viennent immédiatement. D'accord, en tête. ok. Depuis que vous m'avez posé la question, par exemple, j'ai un exemple qui m'en vient. Alors vous allez nous en parler, très bien. L'autre, du coup, est-ce que vous avez pensé,
malgré le fait que ça n'arrive manifestement pas souvent. Est-ce que vous avez pensé à un protocole dans ce cas-là, un peu comme ce qu'a fait le collectif Respect sur les films, qui nomme Films abîmés? Est-ce que vous avez un protocole qu'on pourrait qualifier de pièces abîmées? Donc, première question. Deuxième question, avez-vous reçu MeToo Théâtre en tant que mouvement, coordination, je ne sais pas trop comment les qualifier, et avez-vous échangé avec MeToo Théâtre pour voir comment organiser les choses au mieux? L'exemple qui me vient en tête, c'est la création qui devait avoir lieu au Festival d'Avignon et qui n'a pas eu lieu de Christiane Loupa. Et elle n'a pas eu lieu parce que justement, dans le cadre de la création et des répétitions qui avaient lieu à ce moment-là à la Comédie de Genève, a émergé des faits de violence morale, psychologique de la part du metteur en scène à l'encontre des équipes travaillant. Dès que au Festival d'Avignon, nous avons été informés de cette situation, le directeur s'est rendu immédiatement sur place à Genève pour se rendre compte et discuter avec les parties prenantes. Il a notamment aussi pu échanger avec le metteur en scène qui a fait part de la reconnaissance des erreurs qu'il avait commises. Et c'est important aussi de considérer la position d'un auteur de violence en l'occurrence. Et à partir du moment où les équipes étaient aussi favorables à ce que le processus de création puisse se poursuivre dans des conditions qui préviennent toute violence et les protègent, le Festival d'Avignon a étudié les possibilités de reprendre le processus de création à Avignon dans les conditions qui protègent tout le monde. La difficulté, c'est que le calendrier nécessaire, lui, ne s'est pas arrêté dans le processus et que nous n'avions pas le temps concrètement d'organiser et de remettre en œuvre un processus de répétition qui permette de garantir, avec encore un temps nécessaire de création, le fait que le spectacle puisse être présenté dans le cadre du Festival d'Avignon aux dates prévues. Donc c'est les raisons pour lesquelles finalement nous avons annulé. Pour autant, nous avons été en soutien pour que l'autre coproducteur qui était l'Odéon puisse reprendre ce processus de création et que la création ait lieu à partir du moment où tout le monde y était favorable. Nous avons accueilli le collectif MeToo sur une rencontre professionnelle, je crois que c'était le 10 ou 11 juillet cet été, dans le cadre justement d'un débat animé par Audience, si je ne dis pas de bêtises, pour traiter de la question de l'évolution des pratiques professionnelles responsables dans le spectacle vivant de manière générale, et leur intervention, évidemment, était sur la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Monsieur le rapporteur ? Juste, vous pensez qu'on pourrait, donc c'est la préfecture de Paris, la préfecture du Vaucluse préfecture du Vaucluse qui gère le plan de prévention pour le festival. Donc prévention et puis tout sur tous ces aspects, sécurité civile etc. Vous savez s'ils ont une attention particulière sur la prévention dans le terme au sens vraiment prévention des violences sexistes et sexuelles. Est-ce que c'est un aspect? Et si peut-être si vous n'avez pas les éléments, on pourra peut-être demander à la préfecture du Vaucluse ce qu'ils ont exactement prévu. Et juste, vous n'avez pas répondu à ma question sur le dispositif de signalement que vous avez mis à l'intérieur de votre structure pour les salariés, sur le nombre de signalements que vous recevez. Parce que c'est important, parce que ça donne des indicateurs. Et avoir beaucoup de signalements n'est pas nécessairement mauvais signe. C'est aussi parfois le signe que les gens parlent et que les gens ont une capacité d'être entendus quelque part. Tout à fait. Pour répondre sur la question de la préfecture de Vaucluse, pour participer à ces réunions de préparatoires, ce sujet n'a pas été abordé à ma connaissance, en tout cas pas spécifiquement, même si la question de la sécurité des publics est évidemment traitée. C'est pour ça que je parlais du dispositif de sécurité civile en présence. Il y a un dispositif policier et militaire très important. Donc je ne veux pas dire que ces questions ne sont pas traitées, mais je ne peux pas dire plus spécifiquement si elles ont été sous cet angle-là. Je n'en ai pas été témoin. Sur le nombre de signalements, pour vous donner l'évolution des signalements depuis la mise en place des différentes procédures et 2022. En 2021, j'ai recueilli 2 signalements à la toute fin du festival. En 2022, j'ai reçu 1 signalement. En 2023, 11 signalements.
et en 2024, 9 signalements. Et ce que je souhaiterais ajouter, c'est que je note une évolution dans la chronologie des dates de signalement. En 2021-2022, elles étaient postérieures au festival. En 2023-2024, elles se sont décalées dans le temps et en 2024, elles arrivent dès le début du festival. Ce qui est plutôt rassurant malgré la difficulté effectivement de ces signalements, ces témoignages. Et avez-vous été en difficulté pour traiter ces signalements ou non ? Le traitement de ces signalements est en soi difficile parce qu'il interroge des situations de travail qui sont douloureuses pour les personnes qui viennent les signaler. Elles sont parfois délicates à explorer parce qu'il y a beaucoup de peur et cette peur explique, d'après les autrices des signalements, la peur des représailles et du collectif, en fait, du regard du collectif sur les signalements qu'elles font. C'est la raison pour laquelle elles demandent de la confidentialité. Et cette confidentialité, nous devons la respecter, nous nous y engageons et c'est un gage de confiance qui fait que nous continuons d'avoir des signalements. Et je pense que nous devons être très vigilants au respect de cette confidentialité parce qu'elle participe du fait que ces signalements aient lieu. Mais la question de la confidentialité complique effectivement l'enquête, même si nous avons une capacité à la mener en respectant la confidentialité, en ayant un nombre d'intervenants plutôt restreint dans la conduite de cette enquête. Et je suis chargée de la conduite de ces enquêtes, et je le fais du coup de façon extrêmement confidentielle, quitte à ne pas mettre dans la confidence des responsables hiérarchiques de personnes qui seraient témoins et qui seraient autrices d'un signalement. Et à part vous, il y a d'autres personnes qui mènent ces enquêtes ou... Les référents VHSS peuvent contribuer en fait à l'enquête et c'est soit l'auteur du signalement, soit le témoin qui intervient, qui fait le choix d'être accompagné ou pas. La possibilité lui est présentée. De responsabilité pour vous toute seule cette affaire, monsieur le reporter. Oui, et sur les suites que vous avez été amené à donner, est-ce qu'il y a eu parfois des signalements au procureur ou des suites judiciaires, tout simplement ? Les suites que nous avons données à ces enquêtes, alors je voudrais préciser que tous les signalements ont fait l'objet d'un suivi, c'est-à-dire qu'il y a un traitement soit qui donne l'occasion d'une sanction, quand nous pouvons mener une sanction, parce que la durée de contrat fait que parfois il n'y a pas de sanction disciplinaire possible, le temps d'une enquête et d'établir des faits. Voilà. Donc nous avons la plus grande vigilance et fermeté à ce que tous ces signalements fassent l'objet d'un suivi. Nous n'avons jamais fait de signalement au procureur et je dois dire que dans les cas les plus difficiles, qui ont pu être des tentatives de viol, voire des agressions sexuelles qui me semblent être caractérisées, le périmètre d'intervention en tant qu'employeur ne semblait pas possible. C'est la raison pour laquelle j'ai invité les personnes à entamer cette procédure judiciaire. Elles m'ont systématiquement demandé de ne pas agir pour ne pas entraver leur choix et la façon dont elles allaient mener ce processus judiciaire. En tant qu'employeur, quelque part, vous n'étiez pas complètement concerné, c'est-à-dire que on n'est pas dans le cadre direct du travail et c'est sur la vie d'après entre différentes personnes qui travaillaient pour vous, c'est ça. C'est un sujet qu'on a régulièrement dans cette commission d'enquête. Ok. Si vous me permettez d'ajouter, c'est effectivement ces endroits-là d'appréciation qui sont les plus difficiles, les plus délicats, parce qu'effectivement, ils sortent de ce qu'on pourrait caractériser une situation de travail, puisque même s'ils peuvent trouver une origine dans le travail, puisque ce sont des personnes qui travaillent ensemble, donc elles ont ce point commun d'être des collègues ou d'avoir une relation de travail ensemble, elles peuvent avoir des moments de travail sur le lieu de travail, mais le temps de la violence en tant que telle est parfois, souvent, régulièrement, en dehors
de ce temps de travail, de ce lieu de travail, et donc il n'est pas complètement décorrélé. C'est pour ça que nous avons quand même, nous essayons d'avoir une action, mais nous sommes limités à un pouvoir d'employeur, un pouvoir disciplinaire et au code du travail, malgré tout. Vous savez si ces personnes ont aussi sollicité, par exemple, audience, parce que à partir du moment où ils sont salariés chez vous, je pense qu'ils rentrent dans les publics qui peuvent faire appel à la cellule audience. Et est-ce que vous savez si parallèlement au signalement qui vous ont fait par votre système de signalement, est-ce qu'ils l'ont fait aussi chez Audience? Et est-ce que vous savez, est-ce que dans ces cas-là, vous avez eu des liens avec Audience sur le traitement de ces sujets-là et des conseils éventuellement ou des interactions est-ce qu'il y a eu un dialogue? Je n'ai jamais entendu une victime m'indiquer qu'elle avait saisi la cellule audience. Ça ne veut pas dire qu'elle ne l'ait pas fait, mais je n'en ai pas entendu parler. Par contre, ce dont je peux témoigner, c'est que le planning familial, qui est la personne qui incarne physiquement aussi un interlocuteur autre du festival et dont les coordonnées sont présentes dans le processus de signalement, a régulièrement été saisi par des personnes pour des cas, on va dire, personnels qui sortent de la dimension du travail et de leur mission au sein du Festival d'Avignon. Ce qui me fait dire que le fait d'avoir une présence physique et une identification d'une personne qui peut vous accompagner me semble plus efficiente, visiblement, qu'une cellule avec un numéro de téléphone dont, encore une fois, je n'ai pas été à l'endroit d'une écoute au sens où elle aurait été saisie. Je n'ai pas d'informations. Juste... on est d'accord, hein, pendant le festival, durant la durée du festival, si j'ai bien compris, c'est 750 personnes en tout, hein, donc 750 salariés en contrat intermittent du spectacle pour la plupart. Ok, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Et juste, zut, à ma question, j'avais une autre question, elle m'a échappé. Oui, si, j'ai eu l'impression, si j'ai bien compris aussi, vous aviez dans le processus de sélection de ces personnes-là, vous aviez parfois eu des interrogations suite aux formations qu'ils sont censés avoir, parce que vous nous avez bien dit, si j'ai bien compris, ces 750 personnes ont une formation, ce qui est massif aussi, hein, et ce qui demande, j'imagine, un investissement et un coût financier. Si vous pouvez nous donner ce coût, ça serait intéressant. Et donc, vous nous confirmez, si j'ai bien compris tout à l'heure avec par vos propos liminaires, c'est qu'il vous est arrivé de ne pas recruter des personnes parce qu'à l'issue de la formation, vous avez... j'ai mal compris. Ouais, si vous pouvez... C'est pas que des personnes n'ont pas été recrutées à l'issue de la formation, c'est que des référents VHSS temporaires qui auraient suivi la formation et qui auraient été identifiés par le planning familial comme n'ayant pas un profil tout à fait adapté à être référent VHSS, auraient pu ne pas être habilités par l'employeur pour l'être. Oui, mais ils sont déjà sous contrat quand ils font la formation. Merci. Moi, Le coût. J'ai en tête que nous avons fait, ça représente 2300 heures de formation, ce qui, si je fais une simulation sur un coût moyen horaire de 14 € brut, avoisine les 56 000 € pour un coût employeur. Non, c'est pas rien du tout. Sur parce que là, vous nous avez donné les chiffres 2023-2024, donc de mémoire, c'était 18 et 11, c'est ça, le nombre de signalements qui vous sont remontés? 11 en 2023 et 9 en 2024. 9 et 11. 11 cas à gérer en plus de toute l'organisation du Festival d'Avignon. Ça me semble absolument énorme pour une personne, parce que si vous voulez prendre des décisions qui soient un peu solides, il faut quand même que vous y passiez un peu de temps. Du coup, ce sera ma question, c'est pourquoi le concentrer comme ça sur vous? Alors j'entends que la décision à la fin vous revient, hein, ça me semble assez évident, mais pourquoi le concentrer à ce point-là sur vous? La question de la mise en œuvre, elle s'est faite par formation et par niveau de compétence. En fait, je fais partie des personnes qui ont été formées à l'écoute et à la sensibilisation sur les violences sexuelles et sexistes. Donc initialement, je suis la personne désignée avec la responsable des ressources humaines comme référente VHSS. Oui, nous sommes deux désignés par l'employeur. En fait, nous avons nous-mêmes été surpris du volume
Donc, ça n'a pas été un choix de concentrer initialement un tel volume d'enquête sur une seule personne, mais tout simplement, c'est un fait constaté a posteriori. Et donc, pour l'année prochaine ? Nous n'avons pas encore eu cette discussion, mais ça fait partie des réflexions qui, évidemment, me traversent, parce que vous l'avez souligné, c'est un travail qui demande beaucoup d'investissement, qui est aussi parfois difficile à supporter. Absolument. Et qui, pour avoir une qualité de traitement, mérite d'être partagé. Là où je ne saurais dire une position tranchée, c'est s'il faut externaliser ces enquêtes. Parce que ce que je perçois, c'est qu'à mon endroit de travail, en étant en interne et en connaissant les situations de travail et la complexité de ce que représente le Festival d'Avignon, ça me donne une connaissance aussi des situations de travail et qui peut orienter la façon dont je vais chercher des informations quand je vais poser des questions pour une enquête, qui me permettent de connaître le contexte, les relations. Il y a des choses que je comprends et que je sais, et c'est un fil que je peux dérouler parce que je connais le Festival d'Avignon de l'intérieur, qui, il me semble, serait difficile à dérouler avec une personne extérieure. Merci. Monsieur Salmon, s'il vous plaît. Oui, merci. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Madame, merci pour votre présentation. J'aurais quelques questions. Vous avez parlé donc dans la suite de la dernière question de Monsieur le rapporteur. Donc, si j'ai bien compris, 750 salariés le temps du festival, dont 30 qui sont en CDI permanent. Vous avez aussi parlé au début de 600 ou 700 artistes non salariés présents. Donc, ma question sera, est-ce que les cas que vous avez eu à traiter touchaient plus les personnes présentes temporairement, parce qu'on a, lors de toutes nos auditions, on a beaucoup entendu parler du statut d'intermittence qui crée des conditions malheureusement sujettes à des possibles agressions. Est-ce que vous pouvez être aussi amené à traiter concernant des personnes non salariées, des artistes présents, et comment vous réagissez à ce moment-là, ou s'il n'y en a pas eu, comment vous réagiriez si des faits vous étaient rapportés concernant des personnes non salariées, et pareil, quelle serait votre réaction si ça concernait des personnes parmi les 30 en CDI et qui, j'imagine, ont un lien plus fort forcément avec le festival? Sur la question des personnes qui ne sont pas salariées, elles font partie du dispositif au sens où elles en sont destinataires également. Et nous transmettons ce dispositif aux compagnies qui sont les employeurs de ces artistes. Comme je le disais tout à l'heure, nous essayons d'être au maximum présents dans le processus de création et en ce sens de suivre l'évolution et le climat de création de ces projets. Et si un événement de violence nous est rapporté ou dont nous sommes témoins surgit, nous allons à ce moment-là être dans un rôle de médiateur pour que l'employeur de la compagnie qui a cette responsabilité agisse avec fermeté, avec le même niveau d'exigence que celui que nous manifestons, et c'est bien ce dont nous témoignons à l'endroit des compagnies. Donc ça, c'est une première chose. Il a pu aussi arriver qu'il y ait une difficulté entre un de nos salariés et un membre d'une compagnie. Donc nous avons accueilli la parole de la salariée et à l'endroit de la compagnie, nous n'avions pas de pouvoir d'employeur pour sanctionner, mais nous avons alerté les responsables de la compagnie et nous avons exigé qu'il soit mis en place une formation des membres de cette compagnie, ce qui a été fait. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Pourquoi cette compagnie n'avait pas du tout de formation? Ils n'avaient pas eu de subvention à un moment où ça avait été insuffisant? Parce que normalement, maintenant, il y avait eu un petit trou dans la raquette. C'était... Ok. Ouais. Je ne peux pas vous dire pourquoi s'il n'y avait pas eu de formation et pourquoi il n'y en avait pas eu. En fait, c'est aussi parce que nous avons eu le signalement à la fin du festival. Donc nous avons appris a posteriori qu'il y avait eu une difficulté entre une salariée et des membres de cette compagnie. Et à cet endroit, nous avons donc tiré une sonnette d'alarme en disant il y a un problème, vous devez faire de la formation. Visiblement, il y a un problème, puisqu'en l'occurrence, c'est vrai que ça concernait plusieurs personnes de la compagnie. Sur la structuration des spectacles du festival, il y a un certain nombre de productions qui sont des coproductions sur lesquelles vous n'êtes pas coproducteur. C'est soit si ça, enfin vous êtes coproducteur pour. Non mais dans le sens.
ce que je veux dire, c'est que vous pouvez programmer des spectacles qui ont déjà eu leur vie ou qui vont avoir leur vie, où ils ont déjà une programmation prévue. Mais vous êtes aussi, vous, producteur d'un certain nombre vous faites des choix et des productions sur lesquelles vous êtes producteur, vous mettez les moyens, vous choisissez le metteur en scène et vous travaillez. Et là, c'est une résidence qui a lieu dans différents endroits, mais c'est vous êtes du début du spectacle, sur le choix du spectacle jusqu'à la fin. On est d'accord, vous avez ce volet-là. Et est-ce que sur ces aspects-là, justement, sur lesquels vous avez une sorte de direction éditoriale, je ne sais pas, c'est pas tout à fait direction artistique, vous avez eu ou vous avez une réflexion sur le type de spectacle et sur les interrogations sociétaux et sociétales, pardon, sur les sujets qui nous interrogent, sachant qu'il y a déjà beaucoup de sujets sur lesquels le théâtre peut s'interroger aussi. Mais est-ce que sur cette question de l'égalité femmes-hommes, sur les questions des violences envers les femmes, plutôt qu'envers les hommes d'ailleurs, vous avez des réflexions et des projets de production? Alors la première chose que je peux commencer par dire, c'est que la ligne paritaire est une règle pour la programmation. Donc c'est un objectif réalisé depuis 2023, donc la prise de fonction de Thiago Rodriguez comme directeur du festival. Donc la programmation du festival est paritaire. Nous sommes coproducteurs au sens où nous finançons les spectacles à hauteur d'environ 36-38% des spectacles qui sont présentés. Nous sommes par ailleurs parfois producteurs délégués des spectacles, ce qui signifie que nous sommes à ce moment-là employeurs du plateau artistique. L'année dernière, c'était 2 spectacles dont nous étions producteurs délégués. Ce qui va orienter le choix programmatique n'est pas le contenu du spectacle au sens de la thématique traitée, plutôt que un projet global et un travail artistique porté. Et une des productions déléguées était portée par notre directeur, Thiago Rodriguez, en tant que metteur en scène. Et ce spectacle traitait notamment, particulièrement, de la violence à l'endroit des mineurs en institution médicalisée. Ok, la dernière question, après je vous propose qu'on question arrête. sur ça dépasse un peu le cadre de notre commission d'enquête, mais c'est sur ces productions, vous avez après des accords de diffusion avec d'autres théâtres. Ils ne sont pas que présentés, pour certains si, parce que certains formats quasiment sont que chez vous et que pendant le festival, mais est-ce que vous avez un circuit de coproduction ensuite, c'est ça? Ok. Je vous propose qu'on en arrête là. On est à votre disposition, bien sûr, si vous souhaitez nous transmettre des éléments que vous nous avez déjà transmis en amont de l'audition, mais s'il y en a d'autres, n'hésitez pas. Je ne vous ai pas posé la question de savoir si vous aviez déjà accueilli des pièces de Depardieu, de Cobert, etc., et si vous aviez déjà eu des soucis, mais on entend en tous les cas qu'il y a une évolution, et ne serait-ce que le nombre de signalements témoigne d'une forme de prise de conscience dont on peut saluer quand même l'évolution nette depuis 2 ans. Merci beaucoup à vous pour ce temps et cette disponibilité, et nous reviendrons vers vous. Le rapport doit être publié normalement en avril, et donc d'ici là vous êtes évidemment tout à fait autorisé à nous envoyer ou à échanger avec nous s'il y a des éléments qui viendraient compléter notre regard. Merci beaucoup.